Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Quel avenir pour le Soudan après la chute d'Omar el-Béchir? La question est au centre d'un sommet qui s'est ouvert ce mardi au Caire à l'initiative de l'Union africaine. L'organisation se penche également sur la situation en Libye. Les États-Unis mettent fin aux exemptions accordées aux pays importateurs de pétrole iranien. L'Iran a tout de suite réagi, menaçant de fermer le détroit d'Ormuz. Toujours ici aux États-Unis, Donald Trump ouvre un nouveau front dans la lutte contre l'immigration. Il est question de limiter le nombre d'étrangers qui restent sur le territoire américain au-delà de la durée de validité de leur visa. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Première escale ce soir, l'Égypte. Plusieurs dirigeants africains se sont réunis au Caire aujourd'hui pour une conférence à deux volets portant sur la transition soudanaise et la situation en Libye. À l'issue de ce sommet, les chefs d'État ont convenu de donner plus de temps au Conseil militaire au pouvoir à Khartoum afin qu'il puisse mettre en œuvre les réformes démocratiques promises aux Soudanais. Plus de précisions sur cette rencontre avec Dili Diko. La décision de prolonger de 15 jours le délai fixé par l'Union africaine pour que le Conseil militaire de transition soudanais, TMC, transfère le pouvoir à des civils ou qu'il suspende ses activités va permettre, selon les dirigeants africains, de jauger si les promesses faites par les militaires sont réellement mises en œuvre. Le chef d'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré lors de la réunion qu'il est impératif de mettre en place un système démocratique au Soudan. Je soutiens la quête du Soudan vers des élections libres et équitables, mais également l'importance de donner aux partis soudanais la possibilité et le temps de mener à bien ce processus. En tant que voisins du Soudan et partenaires régionaux, nous espérons pouvoir apporter un soutien et une aide à la population soudanaise dans leur quête pour trouver la stabilité qu'ils méritent. Les États ont donc accepté de donner plus de temps à la mise en œuvre des mesures annoncées par le Conseil militaire de transition soudanais, un processus qui devrait se faire avec l'aide de l'Union africaine. Le président al-Sisi a par ailleurs souligné dans son allocution de clôture l'importance pour les pays africains de trouver des solutions qui leur conviennent. Les pays africains sont mieux équipés pour comprendre leurs propres problèmes et les spécificités de leur situation. Ce sont eux qui savent comment trouver des solutions, des remèdes sérieux et réalistes qui répondent aux besoins de leur population en les protégeant des interventions extérieures et de l'imposition des solutions étrangères ne correspondant pas à la réalité de chaque peuple. Chaque continent a ses spécificités, chaque pays a ses particularités. Pendant ce temps, au Soudan, les manifestants continuent de faire pression sur le TMC pour qu'il passe immédiatement le pouvoir à un gouvernement civil. Le TMC dit vouloir superviser une période de transition pouvant aller jusqu'à 2 ans, mais souhaite travailler avec une administration composée de civils. Pas très loin du Caire, en Algérie, le rouleau compresseur de la justice s'abat sur les poches d'Abdelaziz Bouteflika. Isaac Rebrab, 74 ans, PDG du premier groupe privé d'Algérie, Cévital, est considéré comme la première fortune du pays, a été incarcéré dans la nuit à l'issue de sa présentation au parquet dans le cadre d'une enquête anticorruption. Arrêté lundi, M. Rebrab est soupçonné de fausses déclarations concernant le mouvement de capitaux vers l'étranger, surfacturation, importation de matériel usagé, en dépit de l'octroi d'avantages bancaires, fiscaux et douaniers. C'est du moins ce qu'indique la télévision d'État. En RCA, les attaques persistent sur l'axe Bouar-Garoua-Boulaye, la principale voie de ravitaillement du pays par le Cameroun.
Les éléments du FDPC, le Front démocratique du peuple centrafricain, y ont enlevé lundi plusieurs personnes et incendié 2 camions de transport de marchandises. C'est ce qu'indiquent des sources locales contactées par VO Afrique à Baboua, ville située non loin du lieu de l'attaque. C'est la première fois depuis le démantèlement de sa base le 5 avril dernier par la MINUSCA que le FDPC, un des signataires de l'accord de Khartoum, s'en prend à des civils. Le bilan des attentats dimanche au Sri Lanka s'est alourdi mardi à au moins 320 morts après que plusieurs blessés ont succombé à leurs blessures. Les autorités ont interpellé à ce stade au moins 40 personnes dans l'enquête sur ces attaques et continuent la traque des auteurs. Les premiers éléments de l'enquête montrent qu'ils ont été commis en représailles au carnage des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande et en lien avec un groupe islamiste indien. C'est ce que déclare ce mardi le vice-ministre sri-lankais de la Défense. Alors que le prix du baril de pétrole n'a cessé de grimper ces dernières semaines, atteignant ce mardi le cap de 66 $, les États-Unis ont décidé de mettre fin aux exemptions de sanctions à l'encontre des 5 pays importateurs de pétrole iraniens dans l'espoir d'étouffer la principale source de revenus de Téhéran. L'Iran a réagi rapidement, menaçant de fermer le détroit d'Ormuz, une artère de transport majeure au Moyen-Orient, s'il ne peut exporter son pétrole. Plus de détails avec la correspondante diplomatique de VOA, Cindy Sen. Le récit est d'Arzuma Compaoré. Les États-Unis n'accordent plus aucune exemption des sanctions américaines sur les importations de pétrole iranien. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a annoncé la nouvelle mesure lundi, affirmant qu'après avoir laissé le temps aux autres pays de réduire leurs importations de pétrole iranien, il est temps pour les États-Unis de tout remettre à zéro. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous avons clairement indiqué à quel point nous sommes sérieux. Nous allons tout reprendre à zéro et la durée de cette mesure sera fonction des décisions de hauts dirigeants de la République islamique d'Iran. Nous avons clairement exprimé nos demandes à l'ayatollah et ses camarades. L'Iran a réagi en menaçant de fermer le point de passage stratégique que représente le détroit d'Ormuz s'il n'est pas en mesure de l'utiliser pour vendre son pétrole. La Turquie a également rejeté la décision des États-Unis, le ministre des Affaires étrangères d'Ankara ayant tweeté « La décision des États-Unis de mettre fin aux exemptions de sanctions sur les importations de pétrole iranien ne garantira pas la paix et la stabilité régionale, mais au contraire nuira au peuple iranien. » La Chine a eu une réaction similaire. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que Pékin s'opposait à l'imposition par les États-Unis de sanctions unilatérales et d'une juridiction à bras longs. Des analystes soutiennent que cette répression pétrolière pourrait provoquer une confrontation entre les États-Unis et l'Iran et mettre en péril les négociations commerciales américaines avec la Chine. Toujours ici aux États-Unis, le président Trump demande à son administration de trouver des moyens de limiter le nombre d'étrangers qui dépassent la durée de validité de leur visa sur le territoire américain. Cette demande s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne visant à limiter l'immigration. Dans un mémorandum présidentiel, Trump ordonne notamment au département d'État de travailler avec les gouvernements des pays ayant des taux de dépassement de séjour supérieurs à 10% afin de réduire ce nombre. Le secrétaire d'État Mike Pompeo, en consultation avec les ministères de la Justice et de la Sécurité intérieure, est tenu de soumettre un rapport dans les 3 mois. Ce rapport devrait recommander des politiques qui réduiraient le nombre de personnes qui resteraient aux États-Unis après l'expiration de leur visa. Pour analyser cette information, accueillons notre invité Bakary Tandia. Il est défenseur des droits des immigrants. Il est à New York. Monsieur Tandia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lyndon, bonsoir aux auditeurs. Alors on le disait tantôt, Donald Trump semble ouvrir un nouveau front dans sa lutte contre l'immigration. On ne dira pas clandestine puisqu'il s'agit des gens qui sont arrivés avec un visa en bonne et due forme, mais qui restent au-delà de la durée de leur visa. Votre analyse de cette situation?
En fait, comme tu l'as si bien dit, c'est un nouveau front. Et après avoir pris des mesures contre des ressortissants de certains pays à dominance musulmane et le blocus au niveau de la frontière mexicaine, et voilà un nouveau front contre des immigrés qui sont actuellement sur le territoire américain dont le visa a expiré. Donc c'est une nouvelle attaque et ça rentre dans le cadre en tout cas de la lutte ou je dirais la guerre contre les immigrants d'une manière générale. Ce qui est totalement en accord avec le thème central de sa campagne. C'est une façon de commencer la campagne, de galvaniser sa base. Justement. Justement, on est à 18 mois de la présidentielle de 2020 ici aux États-Unis et on sait que l'immigration est un thème porteur pour Donald Trump. Cette action, vous semblez le dire, s'inscrit dans la logique de la présidentielle selon vous. Mais que gagne Donald Trump à commencer une telle campagne en ce moment? Disons, il faut galvaniser. En 2020, ce n'est plus loin. Et également, comme vous le savez très bien, lui-même, il fait face à beaucoup de défis. Il y a le rapport d'investigation de Mueller qui vient d'être publié. Les démocrates au niveau du Congrès sont en train de discuter des options d'investigation. Donc, pour désorienter ou bien pour créer une solidarité totale de la part de sa base, il faut encore les galvaniser en revenant sur le thème de l'immigration, en ouvrant un nouveau front, comme tu l'as si bien dit. Alors, est-ce que pour reparler des visas, lorsque on a quand même dépassé la durée de validité de son séjour aux États-Unis, est-ce qu'on n'est pas hors la loi? Est-ce que M. Trump n'a pas raison d'ouvrir ce front? Non, enfin, je ne vais pas qualifier ceci d'hors la loi, parce que quand on parle d'hors la loi, on a tendance à se référer à des situations criminelles, à des attitudes agressives. Le fait de dépasser la durée de validité de son visa, c'est une violation civile, ce n'est pas une violation criminelle. Et en plus, dans la tradition américaine, dans la tradition d'immigration des États-Unis, c'est un phénomène qui est toléré. Bon, et en plus, ces personnes sont ici, ils travaillent. D'ailleurs, Donald Trump lui-même en a bénéficié. Il a toujours employé des immigrants, quelquefois, qui ne sont même pas en situation régulière, pour pouvoir avoir, c'est-à-dire pour en profiter. On l'a compris. Et en plus, ces personnes-là contribuent significativement au développement de l'économie américaine. Monsieur Bakary Tandia, défenseur des droits des immigrants, je vous remercie pour votre disponibilité. Merci, merci. Le plan de paix promis par Donald Trump dans l'espoir de parvenir à un accord entre Israéliens et Palestiniens sera dévoilé après le Ramadan. C'est ce qu'annonce ce mardi le gendre et conseiller du président des États-Unis. Jared Kushner est à la tête d'une équipe de la Maison-Blanche chargée depuis 2 ans par le président américain de rédiger une proposition de paix pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Le Cameroun multiplie les efforts pour booster sa production de café en chute. Nous verrons un exemple dans ce journal. Et nous irons au Zimbabwe à la découverte d'un orphelinat pour animaux. Ces promoteurs entendent à travers ce projet s'assurer que le braconnage ne détruise pas totalement la faune. En sport, les amoureux du ballon rond ont rendez-vous demain pour un derby de choc. Manchester United contre Manchester City. Yacouba Ouedraogo nous en dira plus dans ce journal. Et c'est l'heure d'accueillir Eric Manirakiza dans le cadre de notre segment consacré à l'économie. Eric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir John, merci. Alors, frustration en Afrique du Sud, frustration des jeunes diplômés sud-africains. Ils sont des milliers qui peinent à trouver un premier emploi ou même se contentent de petits boulots. Ambition déçue, indignation de femmes noires et font des études se retrouvent avec un paquet de diplômes qui ne leur servent à rien. Dans la première puissance industrielle d'Afrique subsaharienne, le chômage atteint aujourd'hui des proportions endémiques. Il y a peu de chances de voir le chômage reculer rapidement et pourtant l'accès aux universités s'est pourtant nettement amélioré, notamment pour la majorité noire, et ce depuis la chute de l'apartheid. Le nombre de diplômés des établissements supérieurs publics a plus que doublé entre 2000 et 2016, mais la voie qui mène de l'université au marché du travail reste pavée d'embûches. Des millions de jeunes sud-africains ne trouvent pas d'emploi ou sont contraints à la débrouille pour survivre. Suivez. En tant que femme noire, c'est extrêmement exaspérant, vous savez, parce que les femmes noires sont plus travailleuses, mais elles sont plus vulnérables à la pauvreté. Et pour moi, ce n'est pas juste, et c'est vraiment pas juste, et c'est bouleversant. Je suis découragée, très découragée, parce que parfois, je ne me sens pas en mesure d'inciter même mes enfants à aller à l'école lorsqu'ils me voient galérer avec toutes ces qualifications. Parce que c'est comme, mais maman, mais tu as fait toutes ces études, tu ne mérites pas ça, tu ne devrais même pas faire ce travail. C'est comme si tu n'avais pas besoin d'être aussi qualifiée pour occuper ce poste. Alors, comment dire à mes enfants que l'éducation est la clé de quoi ? Le FMI a baissé la prévision de croissance de l'Afrique du Sud pour 2019 et les mines et le secteur bancaire, gros pourvoyeurs d'emplois, n'en finissent plus de licencier. Les chefs des principaux partis politiques du pays assurent avoir fait de la lutte contre le chômage leur priorité, mais les prévisions des analystes restent pessimistes, bien loin de toutes les promesses de la campagne électorale. John. Prenons un vol, Eric, direction l'aéroport d'Entebbe, là-bas, pour admirer le bombardier. Kampala relance la compagnie aérienne nationale Uganda Airlines. Jour de fête en tout cas, le président Yoweri Museveni s'est déplacé en personne pour réceptionner à l'aéroport d'Entebbe les 2 premiers avions sur un total de 4 commandés à l'avionneur canadien Bombardier. Les 2 autres appareils arriveront respectivement en juillet et en septembre. Ces appareils CRJ-900 sont des avions à vocation régionale d'une capacité maximum de 90 places. En attendant le processus de certification de la société, les vols de Uganda Airlines ne pourront pas démarrer avant le mois de juillet, à commencer par le Kenya, le Burundi, la Somalie, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe, Zanzibar et l'Afrique du Sud, avant l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. 2 avions long courrier commandés à l'avionneur européen Airbus doivent être réceptionnés en 2020 ou 2021. Uganda Airlines est financé par de l'argent public, mais de nombreux observateurs et politiciens craignent déjà que la compagnie ne subisse le même sort que la compagnie nationale qui a cessé ses opérations il y a près de 20 ans, minée par la corruption et une gestion hasardeuse. Merci Eric Manirakiza et à mardi prochain.
Direction le Cameroun. Le pays fut le 12e plus gros producteur de café dans le monde, mais il occupe aujourd'hui la 31e place, sa production ayant chuté de 156 000 tonnes en 1990 à 25 000 à peine aujourd'hui. Alors que le pays exporte toujours plus qu'il n'importe, le Cameroun veut augmenter sa consommation domestique pour booster sa production. Reportage de Moki Edwin Kinzeka. Le récit est de Paul-Émile Chabrel. Des consommateurs camerounais de café goûtent du café Robusta et Arabica fabriqués localement dans des stands de dégustation lors du festival annuel FestiCoffee qui veut encourager les 24 millions de Camerounais à boire plus de café pour aider à augmenter la production. Vous imaginez la taille du marché. Cela nous impose de produire davantage, de produire mieux, en conjuguant nos efforts pour satisfaire ce vaste, très vaste marché. Pour expliquer la baisse drastique de production du café au Cameroun, les industriels accusent une baisse du prix du café de plus de 50%, qui découragerait les fermiers. Afin d'augmenter la production nationale, le pays compte sur la consommation locale et regarde aussi en dehors des principaux marchés étrangers comme en Europe, pour se tourner vers des régions plus proches. Au niveau de la production, donc, nous, on va exporter à peu près 90% de notre production sur nos marchés de la sous-région qui vont de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique du Sud, mais essentiellement dans nos pays frontaliers, le Nigeria, le Gabon, le Congo, le Tchad. Voilà, tout ça, sont nos marchés les plus dynamiques. Et ensuite, on va revendre à peu près 10% de la production en local, ici au Cameroun. Les autorités camerounaises espèrent changer ce déficit de production en exhortant les 300 000 fonctionnaires travaillant pour le gouvernement à boire plus de café. Le thème du festival FestiCoffee de cette année était « Agissons pour le café Cameroun ». Et nous retrouvons tout de suite Yacouba Ouedraogo pour nous parler de sport. Yacouba, un derby dont tout le monde parle. Bonsoir John et bonsoir à vous. Amis sportifs, effectivement, c'est l'unique sujet de ce soir. Et c'est l'événement du milieu de semaine en Angleterre. Manchester United de l'Ivoirien Eric Bailly reçoit Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez demain au Théâtre des Rêves pour un derby mancunien. Un match en retard de la 31e journée du championnat anglais. Les Citizens ont remporté 5 de leurs 7 dernières visites en Première Ligue chez leurs voisins. Ce derby est crucial pour les deux équipes. City a besoin de 3 points pour doubler Liverpool dans sa course pour le titre. Et dans cette lutte, les Sky Blues devront se passer de leur milieu de terrain belge Kevin De Bruyne, qui souffre d'un problème musculaire. De son côté, United veut se relancer dans sa course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions et devra réagir après l'humiliation subie à Everton dimanche 4-0. À titre personnel, l'entraîneur de Man City, Pep Guardiola, a remporté ses 2 premiers derbys de championnat à Old Trafford, mais veut surtout conserver le titre. Et pour y arriver, il lui faudra d'abord se défaire de United qui ne l'entend pas de cette oreille. Suivez. Bien, il nous reste 4 matchs à jouer et nous devons absolument gagner tous ces 4 matchs pour conserver notre titre. Ce n'est pas l'endroit facile, mais en même temps, un bel endroit où aller. Donc, nous savons exactement ce que nous devons faire. Ils se battent pour terminer dans les 4 premiers et nous, pour conserver le titre, nous allons y aller pour faire un bon match. Bien sûr, j'ai confiance en moi et en mon équipe et je serai prêt à relever ce défi. Je sais que c'est un énorme défi et c'est pourquoi je suis là. Je suis venu ici et je vais profiter de chaque seconde. Je n'aime pas perdre, mais c'est un grand défi et un défi que tous les entraîneurs de ce club ont eu. C'est tout pour les sports, on se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo, un derby que vous suivrez donc pour nous. Un orphelinat pour animaux au Zimbabwe se pose en chef de file pour s'assurer que le braconnage et d'autres facteurs ne détruisent pas totalement la faune dans ce pays d'Afrique australe. Columbus Mavunga vous propose ce reportage près de Bulawayo, la deuxième ville du pays. C'est un récit de Raïssa Gironda. À environ 30 minutes du sud-est de Bulawayo se trouve un orphelinat dédié aux animaux abandonnés et blessés de la région.
L'orphelinat de Chipangali, créé en 1973 par la famille Wilson, abrite 25 espèces, certaines menacées d'extinction, d'autres sauvées des braconniers. Si nous pouvons les relâcher dans la nature, alors c'est une première récompense. Il peut arriver que des oiseaux se retrouvent dans une ligne électrique et manquent une partie de leurs ailes. Ils ne pourront pas être relâchés. Nous avons aussi des bébés animaux. Parfois, ils sont dressés, ils deviennent trop dociles et assument que chaque être humain est amical. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si nous les libérons, ils se feront manger. C'est un problème. Le pensionnaire le plus âgé de l'orphelinat est un crocodile sauvé il y a 4 décennies d'une communauté en colère parce que l'animal mangeait son bétail. Le braconnage du gibier, de l'ivoire, d'éléphants et des cornes de rhinocéros est un problème grave au Zimbabwe et dans d'autres régions d'Afrique. Ce concept d'orphelinat est très important dans notre gestion de la faune. On prend généralement des mâles solitaires, on les réhabilite pour les ramener dans leur habitat sauvage. Cela aide surtout à maintenir l'unité familiale, celle des éléphants tout particulièrement. Depuis sa création, l'orphelinat de Chipangali a sauvé et libéré de nombreux animaux dans le parc national de Matobo. Plusieurs espèces de singes, pangolins, léopards, guépards, petits carnivores et rapaces pour rendre leur vie plus agréable. Et allons au Sénégal pour reparler du Festigraph. Il s'agit d'un festival d'art de rue annuel dont la 10e édition s'est déroulée du 12 au 21 avril dernier à Dakar. Pour l'occasion, des dizaines de graffeurs du monde entier ont laissé leur marque sur les murs de la capitale sénégalaise. On a ainsi pu voir un portrait massif de l'héroïne de la résistance sénégalaise, Aline Sitoé Diatta, la marraine élue de Festigraph. Cette année, Diatta est née entre 1910 et 1920 et a dirigé un mouvement de résistance contre le régime colonial français. Elle a été arrêtée par les autorités françaises et est décédée en prison en 1944. Festigraph est l'invention de l'artiste graffeur local Docta, dont la motivation, il y a 10 ans, était de mobiliser les gens et de les amener à réfléchir à la santé. Voilà. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour d'ici là. Excellente soirée à toutes et à tous.